Dans le nord de la Grèce, comme dans la plupart des pays développés, une hécatombe frappe les colonies d'abeilles. C'est un fait connu depuis les années 90 et un cas d'école pour entamer l'exploration de cette fabrique de l'ignorance. Premier temps, une énigme apparaît. En Grèce comme ailleurs, les spécialistes des abeilles n'y comprennent rien. Oui, c'était un mystère. Pour quelle raison, soudain, y avait-il autant de pertes? Les journaux télévisés montrent partout des apiculteurs aux abois. Des tapis d'abeilles retrouvés mortes à l'entrée des ruches. Le miel zéro. Deuxième temps, un suspect apparaît. Une nouvelle génération d'insecticides dans les champs. Le dernier né de l'industrie agrochimique à cette époque. Every Syngenta formulation is the result of years of careful investigation and thorough research by our scientists. Dès lors que ces nouveaux produits sont arrivés dans les cultures, les abeilles ont commencé à disparaître en masse. C'est pour ça que très vite, les soupçons se sont tournés de ce côté. Troisième temps, on demande à la science d'enquêter. Pour cela, Fanny Agina a fait bien des allers-retours entre son rucher et son laboratoire. Avec les apiculteurs, nous les scientifiques, nous devions trouver la solution. Mais la suite a tourné au jeu du chat et de la souris, avec la vérité. Dans le calme de leur laboratoire, les scientifiques ont normalement pour mission d'expliquer ce que l'on constate sur le terrain. On leur demande d'éclaircir le mystère de la mort des abeilles, comme ils ont déjà expliqué tant d'autres phénomènes. Le rôle de la science, c'est bien de mettre en évidence des mécanismes naturels, d'aboutir à une explication pour les moindres faits observables. Habituellement, la science progresse ainsi en élucidant toujours plus de mystères. Et en principe, nos connaissances sur le monde qui nous entoure s'étendent. Or, dans cette belle mécanique, il y a des couacs. Pour les observateurs de la science, l'affaire de la disparition des abeilles est emblématique. Concernant les abeilles et les pesticides, il aurait fallu être capable d'enquêter, de collecter des données et d'aller là où les faits nous conduisent. L'idée, c'est qu'une fois réunies les preuves de ce qui se passe, on doit dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, et advienne que pourra. On s'engage, en quelque sorte, à accepter la vérité de ces conclusions. Or, dans le cas des abeilles précisément, l'histoire ne s'est pas passée tout à fait comme ça. Dès le début des années 2000, des rapports d'expertise publique ont démontré l'effet toxique des néonicotinoïdes à très faible dose sur les abeilles. Pourtant, depuis plus de 20 ans, pas de vérité unanimement acceptée. Pas de consensus sur le lien entre ces pesticides et la disparition des abeilles. Pourquoi ce piétinement ? Il faut être un observateur scrupuleux pour voir le tableau complet. À partir du moment où on a vu ces troubles des abeilles apparaître, il y a eu peut-être 4 à 5 fois plus de recherches sur les causes alternatives aux pesticides, les pathogènes naturels, le varroa, nosema, différents virus, mais aussi sur les mauvaises pratiques apicoles, le changement climatique, la perte d'habitat, l'éclairage nocturne, le frelon asiatique, d'autres espèces invasives, le petit coléoptère de la ruche. Bref, il y a eu toute une variété de causes alternatives qui a été plus intensément explorée, on va dire, que les pesticides. Une simple recherche dans une base de données des études scientifiques le montre. Dès lors que les pesticides étaient suspectés, le nombre des études publiques ou privées qui s'intéressent à d'autres suspects a bondi. 2010, les autorités vétérinaires sont désorientées. Il n'y a pas de conclusion, ni dans un sens ni dans l'autre. On ne peut pas conclure. Je ne peux pas le faire. Et je pense que personne aujourd'hui ne peut le faire. Plus les études s'accumulent, moins les apiculteurs y voient clair. Un paradoxe qui commence à s'éclairer si l'on se retourne sur une affaire plus ancienne. Lorsqu'on voit toute une floraison de nouvelles études émerger dans un domaine particulier, cela donne l'impression qu'on se consacre pleinement à la recherche de la vérité. Mais moi, ça me rappelle le cas des industriels du tabac. It's what's up front that counts. And up front ahead of the filter,
Pour comprendre, il faut retourner dans les années 50. C'est l'époque où le tabac est vécu dans la plus grande insouciance. Mais cette insouciance n'allait pas durer. En décembre 1953, une nouvelle fait grand bruit. Des chercheurs viennent de provoquer un cancer chez des souris en les badigeonnant de goudron de cigarette. Face à cette découverte, une bataille s'engage aussitôt. Pour les entreprises du tabac, c'était une crise, parce qu'elles ne pouvaient pas contester les preuves et dire « c'est faux ». Elles pouvaient tout juste dire « on ne sait pas ». Alors les dirigeants de toutes les grandes compagnies de cigarettes se sont réunis à New York. On sait maintenant qu'une réunion a eu lieu à l'Hôtel Plaza en décembre 1953 entre les patrons des 7 grandes manufactures qu'ensemble on appelle Big Tobacco. Imaginons la scène. Cette réunion va faire date dans l'histoire de l'ignorance. Confrontés au progrès de la science, les fabricants de cigarettes ont un plan. Ils lancent une campagne pour dire « Nous sommes conscients de ce que dit la science. Nous pensons qu'il y a des problèmes et cela nous préoccupe profondément. » Ils décident de rédiger une déclaration publique. Nous nous engageons à aider la recherche sur le tabac et la santé. À ce titre, nous créons ensemble le comité de recherche de l'industrie du tabac. La presse publie la déclaration. L'industrie du tabac se lance dans la recherche scientifique. Believe me, friends, Chesterfield has, for your smoking pleasure and protection, every advantage known to modern science. Chesterfield gives you scientific facts. La mise en place d'un centre de recherche sur le tabac, elle vise pas uniquement à produire du savoir, mais surtout à produire du savoir qui va à l'encontre de d'autres faits établis. Donc, on utilise la méthode scientifique contre la science établie. C'est vraiment utiliser la science contre elle-même. L'utilisation manifeste de la science contre la science est un véritable tournant. Investir dans la recherche scientifique pour discréditer la science, c'est un renversement. Cette décision, comment l'ont-ils mise en œuvre? Ils ont financé ce que j'appelle des recherches de diversion. Les laboratoires soutenus par les cigarettiers définissent des projets de recherche, les projets spéciaux, SP. Tout l'arsenal de la science de diversion. On recherche par exemple le cancer du poumon chez les non-fumeurs. On cherche son rapport avec le lieu de résidence, avec les conditions de travail, avec les habitudes personnelles. On cherche sur des lapins si le cancer du poumon peut s'expliquer par des toxines ou des virus. Big Tobacco finance ainsi généreusement des centaines de recherches. Certains projets sont de fait très utiles, comme la recherche de précurseurs des maladies cardiovasculaires. D'autres recherches sont parfaitement loufoques. Le jaune d'œuf ou le jus de tomate sur la peau favorise-t-il des tumeurs? Quelle est la relation entre le cancer du poumon et la calvitie? Ou bien entre ce même cancer et le mois de naissance? Si vous êtes né en mars, dit une étude, vous courez plus de risques. Il faut dire qu'il y a plein de causes à tout. On ne peut pas établir la cause. Le but, c'est de dire qu'on ne peut pas établir la cause. C'est de semer de l'ignorance en noyant le poisson dans une multiplication de données. Une stratégie redoutable, car le cancer du poumon peut sans doute s'expliquer par une combinaison de facteurs. Recenser les différents facteurs de risque est normal en science. Multiplier les pistes de recherche paraît tout à fait légitime. Mais cela peut être aussi bien pratique pour qui veut semer la confusion.
Le suspect est devenu presque impossible à inculper, et c'était le but. Cette stratégie est parfaitement assimilée. Elle a servi de modèle à presque tous les dénis scientifiques qui ont suivi. C'est l'histoire du tabac, et c'est la même histoire pour les pluies acides, pour le trou de la couche d'ozone, pour les pesticides, le changement climatique, les néonicotinoïdes, le bisphénol A, la pilule contraceptive. On a vu cette stratégie à l'œuvre encore et encore. Il s'agit de gagner du temps. Et c'est malheureusement une stratégie gagnante. Pour le tabac, ça fait 70 ans que ça dure. Dans le cas de la mortalité des abeilles, le progrès des connaissances, là aussi, a été délibérément freiné. Je crois qu'avec tout ce qui s'est passé, nous avons accumulé un retard de 20 à 30 ans. Alors ce dont on parle, c'est de décennies de désinformation et de retard. Pendant ce temps, les entreprises continuent d'amasser de l'argent. Quand un mensonge scientifique est patiemment construit durant des décennies, où peuvent apparaître les premières fissures? 40 ans après les premières alertes sur le tabac, quelque part aux États-Unis, un simple employé fait le geste qui va tout changer. La boîte qu'il expédie finit par arriver en Californie, à l'université de San Francisco. Ce jour-là, une surprise attend le professeur Glantz. Le 12 mai 1994, un carton plein de documents a atterri sur mon bureau, de sources anonymes. Il s'agissait de documents internes provenant des plus hautes sphères de l'industrie du tabac. Leurs scientifiques, leurs avocats, leurs dirigeants, leurs responsables de com. Et ils parlaient très ouvertement des dangers du tabac. Et voici un trésor inespéré pour le professeur. C'était comme découvrir un nouveau monde. Les fuites de documents se multiplient, la vérité éclate, les patrons de l'industrie sont acculés. Gentlemen, the recent disclosure of documents have shaken my confidence that your companies care about the truth. These documents suggest possible manipulation of scientific research by industry attorneys. If these things are true, then you should know that this kind of behavior is unacceptable and will not be allowed. Face aux preuves, les patrons du tabac sont finalement contraints de rendre publiques des décennies d'archives secrètes. Tous ces documents, c'était quelques milliers de pages au départ, et maintenant il y en a 93 millions. Ces documents sont désormais conservés dans les archives de l'Université de San Francisco. Ils consignent les détails d'une gigantesque manipulation de la science, les tactiques mises en œuvre, les scientifiques recrutés, les sommes engagées. Parmi ces documents, une note interne de 1969 résume à elle seule ce que l'industrie du tabac avait décidé de produire. Le doute est notre produit, car c'est le meilleur moyen de concurrencer l'ensemble des faits présents dans l'esprit du public. C'est aussi le moyen d'établir une controverse. La stratégie clé, c'est de créer du doute autour de la science. Le doute, c'est l'arme parfaite. C'est efficace et pernicieux, parce que le doute est légitime en science. C'est même le moteur essentiel de la science. On fait des recherches parce qu'on pose des questions, on est curieux, ou alors on doute que l'explication existante soit la bonne. Donc en science, on a besoin du doute. Le mot « doute » est au cœur de la science. On dit toujours que la science doute. Mais attention, il y a deux types de science. Il y a la science établie. On ne remet pas en cause aujourd'hui que la Terre est ronde. On n'a pas de doute que les pommes tombent en gros à 9,8 mètres par seconde carrée. Galilée l'a mesuré. On peut le remesurer, mais ça va donner la même chose. Il n'y a pas de doute là. Le doute, c'est la science en marche, celle qu'on est en train d'étudier. Effectivement, on émet des hypothèses. Donc, la stratégie de douter,
c'est de vouloir faire passer une science stable, acceptée, établie, comme étant encore soumise au doute. Donc les industriels du tabac se sont emparés d'une vertu pour en faire un vice. Un retournement de la méthode scientifique contre la science. Voilà ce que ces documents ont révélé. Cette manne passionne les historiens et les lanceurs d'alerte. Elle a même inspiré une nouvelle discipline universitaire. Naomi Oreskes enseigne à ses étudiants à repérer dans l'histoire les entraves délibérées à la science. La découverte de tout cet historique de tromperie a fait naître un domaine d'études intellectuelles, un nouveau champ académique qui s'appelle l'agnotologie. Ça signifie l'étude de l'ignorance. L'agnotologie est née. Désormais, des universitaires décortiquent les ressorts de notre ignorance. S'occuper de ce que l'on ne sait pas, un objet d'étude bien singulier. Au début, on se moquait de nous. Les gens pensaient qu'il n'était pas académique d'étudier l'absence de connaissances, l'ignorance. Mais je crois que les gens rient un peu moins maintenant. Et ils commencent à s'inquiéter parce qu'ils sentent bien à quel point le phénomène pourrait se répandre. Qu'est-ce qui nous empêche de savoir? Cette question grandit et elle amène les spécialistes de l'ignorance à sortir de leurs universités et à prendre parole publiquement. But over the course of this talk, I'll introduce different ways of thinking about ignorance, and particularly this phrase, strategic ignorance. We're going to ask you to think about examples in your own life of strategic ignorance. On a au fond l'émergence d'un nouveau concept de l'ignorance. Jusque-là, l'ignorance, c'est simplement ce qu'on ne connaît pas et qu'on va peut-être connaître un jour par des recherches. Maintenant, on s'aperçoit que non, on peut produire activement de l'ignorance. Et nous voici invités à chercher ce qui fait obstacle à notre savoir, ce qui enraye les progrès de la science, volontairement ou non, et parfois même ce que nous préférons ignorer. Démêler tout cela n'est pas une mince affaire. C'est pourquoi l'étude de l'ignorance ou l'agnotologie avance avec méthode. Et c'est un domaine fascinant à la croisée de la psychologie, la sociologie, l'histoire, les sciences politiques, les sciences cognitives, l'informatique, la science des réseaux. Ces disciplines peuvent nous aider à comprendre comment l'ignorance est produite et comment on peut s'en protéger. Cette prise de conscience n'en est qu'à ses débuts. Et c'est une course qui s'engage, car la production d'ignorance stratégique ne cesse jamais de se perfectionner. Pour la débusquer, il faut souvent plonger dans le détail des pratiques scientifiques. Régulièrement, une innovation arrive sur le marché, et avec elle, son lot de soupçons. Ces nouveaux produits menacent-ils notre santé? Et surtout, à quelle dose? C'est la grande question, celle qui donne lieu aux batailles les plus terribles. L'une de ces batailles est née dans ce laboratoire un jour de 1989. Carlos Sonnenschein et Anna Soto sont tous deux biologistes. Cela fait des années qu'ils cherchent à percer les mystères de la prolifération cellulaire dans le cancer. Soudain, sous leurs yeux, des cellules témoins cultivées en tube à essai se mettent à proliférer, sans raison apparente. C'était une vraie enquête à la Sherlock Holmes, pour essayer de découvrir d'où cela provenait. Parce que la première chose à faire, c'était d'identifier l'origine. Ils passent en revue chacun des instruments du laboratoire. 4 mois de suspense. Et enfin, ils tiennent le coupable. Les tubes de la centrifugeuse. Ils sont faits d'une matière qui devrait être inerte, mais qui ne l'est pas. Ce plastique contient et disperse une substance qui agit comme une hormone, l'œstrogène. Carlos et moi étions très perturbés par cette découverte. Pour nous, c'était un vrai souci. Si l'on trouve ici une telle substance, où y en a-t-il ailleurs? Dans les jouets? Les bouteilles?
les contenants alimentaires, dans tous les plastiques qui finissent dans l'environnement? Et cela affecte-t-il notre organisme? Toute la question, c'est d'établir les doses auxquelles le public peut être exposé sans risque majeur pour sa santé. Et cette question-là, c'est vraiment la mère de toutes les batailles. L'effet d'un produit X sur la santé, c'est ce qu'étudie la toxicologie. La règle admise depuis des siècles est simple et semble de bon sens. L'effet est proportionnel à la quantité absorbée. C'est vrai pour le sucre, c'est vrai pour le gras, c'est vrai pour n'importe quel produit. C'est la dose qui fait le poison, d'après la règle des toxicologues. Ce qui signifie que sous une certaine dose, rien n'est un poison. Selon cette règle, une matière plastique qui a les caractéristiques d'une hormone et qui finit par exemple dans le bec d'un bébé ne poserait pas forcément de problème. Car la quantité d'œstrogène de synthèse qu'il ingère au passage est infime. Vrai ou faux? Voici la bataille qui s'engage. Il y a une expérience que va conduire un chercheur américain à l'université du Missouri qui s'appelle Fred Wamsal et qui va être la première expérience contrôlée sur des animaux de laboratoire pour essayer d'évaluer l'activité d'un plastifiant très banal qui s'appelle le bisphénol A. Ça a la même structure qu'un médicament œstrogénique. Ils utilisent une hormone sexuelle pour fabriquer du plastique. C'est dingue. Durant des années, le professeur Wamsal et son équipe observent des souris exposées à différentes doses de bisphénol A. Pour mesurer les traces du produit, ils explorent ce qui se passe aux limites de la détection sur les machines les plus sensibles. Et ce qu'ils découvrent bouleverse la connaissance scientifique. Les effets observés sur le système reproducteur apparaissaient à un niveau 25 000 fois inférieur à la dose qu'on croyait sans effet jusque-là. C'était un vrai choc. C'est considérable, et c'est considérable pour plusieurs raisons. La plus importante d'entre elles étant qu'une partie de ces substances peut avoir des effets plus importants à des doses infinitésimales qu'à des doses plus fortes. Et pourquoi c'est important? Simplement parce que la toxicologie réglementaire teste la nocivité de ces molécules à haute dose et ne teste jamais, ou extrêmement rarement, la nocivité de ces molécules aux doses auxquelles les humains sont habituellement exposés, qui sont des doses infinitésimales. Or, à dose très faible, le bisphénol A n'agit pas comme un poison classique. Il agit en perturbateur endocrinien. Il bouscule nos hormones, ces molécules qui régulent entre autres notre système reproducteur. Dès les plus petites doses observables, il peut avoir des effets dévastateurs. Autrement dit, entre la dose et l'effet d'un produit, la recherche commence à découvrir des relations très inattendues. Voilà qui bouscule les toxicologues. Nous contestions leur dogme. La communauté des toxicologues ne l'a pas accepté. Ils ont dit qu'ils réfutaient tout ça. La résistance des toxicologues était de bonne foi. Elle était aussi providentielle pour les fabricants de plastique. On ne fait pas toujours dérailler la science volontairement. Il arrive que certaines personnes, à leur insu, servent les intérêts de ceux qui veulent produire une ignorance stratégique. Il y a bien des façons de produire de l'ignorance. Des façons malveillantes, des façons involontaires ou même en étant bien intentionnés au départ. Il est donc très important pour nous d'étudier toutes les manières dont l'ignorance est produite. Parce que tous ceux qui la produisent ne sont pas nécessairement mauvais, mais certains, oui. L'industrie du plastique soutient des recherches alternatives, grâce auxquelles, année après année, ces porte-paroles proclameront que les faibles doses sont sans danger. More than 100 independent studies have shown that real-life exposure to BPA is about 1,000 times below the safe intake limit set by FDA. Moi, je dis une chose, les industriels en disent une autre. Donc il fallait expliquer d'où provenait cette différence de discours.
Wamsal veut comprendre. Il collectionne les études publiées sur le sujet. Et en véritable agnotologue, il se met à enquêter pour savoir pourquoi leurs conclusions divergent. Je n'ai pas beaucoup dormi à cette époque. J'ai bu beaucoup de café. Sa conclusion, 93% des études publiques concluent à un effet du bisphénol A à très faible dose, tandis qu'aucune des études financées par l'industrie n'en trouve. Et enfin, il découvre la raison majeure de ce décalage. Mieux qu'un mensonge, un vrai tour de passe-passe en labo. Ils ont consacré beaucoup de temps et d'efforts pour mettre au point une étude qui montrerait que ce produit chimique est sans effet. Comment s'y prendre? Trouvons d'abord le bon modèle animal. Tout commence dans des catalogues de souris et de rats de laboratoire. On les choisit selon leurs paramètres biologiques. On les commande sur mesure, customisés selon les besoins de l'expérience à mener. Et on se les fait envoyer à son laboratoire. Les industriels utilisaient un animal bien particulier pour essayer de montrer que le bisphénol A n'est pas dangereux. Si vous cherchez à montrer que le bisphénol A n'est pas une molécule œstrogénique, alors vous sélectionnez un rat chez qui le bisphénol A ne se transforme pas en œstrogène. Il faut donc faire très attention au type de rat que l'on choisit, parce qu'on peut se tromper. Et on peut se tromper soit parce qu'on ne sait pas, soit parce qu'on sait trop bien. Comment peut-on faire ça? Un rat pour disculper le bisphénol A. Un tour de plus dans le sac des illusionnistes de la science. Ainsi, les offensives les plus insidieuses se cachent dans le détail. Dans les protocoles de la recherche, cet ensemble de règles si délicat à mettre au point pour garantir le sérieux d'une étude. Il suffit d'un protocole corrompu, d'une règle faussée, pour faire dérailler le progrès scientifique. Donc l'enjeu, c'est que les décisions politiques se fondent sur des faits. Soit une politique s'appuie sur les meilleures preuves disponibles, soit elle est conçue pour satisfaire une industrie en particulier et sa quête de profit. Les fabricants d'ignorance ont une cible. Les assemblées démocratiques, les parlements qui interdiront ou autoriseront un produit suspect. Nous allons passer au vote de cette proposition de loi. Dès que l'on cesse de fonder les politiques sur des faits, on renonce à la démocratie. Il peut être en verre ou en plastique, mais désormais le biberon, c'est sans bisphénol A. Ce jour-là, le Parlement français a interdit les biberons incriminés. Mais l'interdiction ne concerne qu'un seul perturbateur endocrinien, présent dans un seul article, vendu dans un seul pays. Une victoire au compte-gouttes, 20 ans après les premières alertes. C'est un grave problème de santé publique qui est occulté. Dans la population, on observe une très forte augmentation des troubles du métabolisme, de l'obésité, du diabète, des cancers hormonodépendants, des troubles neurocomportementaux, de l'infertilité. Dans cette explosion des cas, les perturbateurs endocriniens sont des suspects majeurs, car nos organismes en sont tous imprégnés. Pendant ce temps, les défenseurs de l'industrie plastique continuent de semer le doute. De telles affirmations sont relayées sur Internet. Sur nos écrans, bien des organisations sans lien apparent avec l'industrie parlent du bisphénol A, des sources d'énergie, de la disparition des abeilles, du climat, des compléments alimentaires, du bien-être animal, du pétrole de schiste. Sur Internet se répand une science sur mesure. Et la cible cette fois, c'est le public, nous et nos opinions. Car aujourd'hui, pour dire oui ou non au diesel, à l'homéopathie, à la cigarette électronique, on clique, on like, on tweet, on retweet. L'opinion, désormais, c'est cela. Anonyme,
planétaire, les réseaux sociaux ressemblent au moyen idéal pour égarer le débat. Ici, on scrute cette discussion globale. On peut faire par ratio aussi. Ah oui, j'ai lu le ratio, attends. L'Institut des systèmes complexes héberge des mathématiciens, des informaticiens, des spécialistes des données. Ils ont un super bon ratio. Ils mettent au point des outils pour analyser la conversation permanente sur les réseaux sociaux. Là, c'est bon pour la planète. Là, un tweet de Trump. Alors celui-là... Pendant 3 mois, David Chavalarias et son équipe ont analysé 20 millions de messages qui concernent le climat. Ces messages proviennent tous du réseau Twitter et ils émanent du monde entier. Qui parle à qui ? Et comment les climato-sceptiques et leurs adversaires se disputent-ils cet espace virtuel ? Les chercheurs ont mis au point un système qui permet de visualiser cette controverse géante. Elle a un rayonnement assez dingue. Un point, c'est une personne. Un trait entre 2 personnes, c'est que l'une a relayé le message de l'autre. Plus on relaie les messages les uns des autres, plus les points se rapprochent. Ces 2 points, c'est des gens qui sont à la frontière entre 2 communautés. Et voilà, sous leurs yeux, la matérialisation du débat scientifique le plus vaste au monde. Ici, on a l'ensemble des comptes Twitter qui forment la communauté des climato-sceptiques. Et on voit bien que cette communauté climato-sceptique est très distincte de l'autre communauté qui est constituée des comptes qui font consensus sur le climat. Là, on a quand même 140 000 comptes. On a beaucoup de gens là. Une fois ce débat rendu observable, regarde. Que peut-on en conclure ? Ah oui, c'est intéressant ça. Côté sceptique, le cœur reste toujours là. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont tout le temps en train de tweeter, les gens là. Ils sont à la fois moins nombreux et plus actifs. Et ce qui fait qu'ils essayent de contrebalancer comme ça le débat. Exactement. Ils sont suractifs. Il y a des comptes qui ont des, 100 000 tweets ou 200 000 tweets en 10 ans. C'est ce qui est assez incroyable. Donc là, ils colonisent Twitter de cette manière-là. C'est dingue. Un noyau dur qui diffuse des arguments en quantité astronomique. Voici donc l'atout des climato-sceptiques dans cette guerre de territoire. De quoi faire vivre la communauté en dépit des faits qui s'accumulent. Pour la communauté scientifique quasi unanime, le réchauffement climatique est sans équivoque et l'influence de l'homme est claire. Mais pour autant, ce consensus ne s'impose pas sur les réseaux. On voit bien que très régulièrement, il y a des faits scientifiques qui viennent démentir les thèses climato-sceptiques. Et c'est potentiellement dangereux pour cette communauté puisque ça peut leur faire perdre des membres. Et donc, il y a une réaction quasi immunitaire sur 2-3 jours. D'un coup, on va inonder les réseaux sociaux de faits alternatifs et on va être visible parce que l'on est dans un environnement globalisé. Donc, sans les réseaux sociaux, des communautés de cette taille-là ne pourraient pas survivre à des faits qui démentent de manière aussi cinglante leurs croyances. Qui propage ainsi la pensée climato-sceptique ? Et pour quelles raisons ? Remontons le fil des messages. Prenons par exemple ce compte Twitter nommé Heartland Institute. Qu'y a-t-il derrière ce point ? Le Heartland Institute, c'est cette maison basse en bordure d'une rue calme. Ces bureaux où ne règne aucune agitation. Nous sommes pourtant dans l'un des think tanks les plus réputés au monde. Ici, on produit des tweets, mais aussi des articles, des conférences, des livres. Le Heartland Institute a son expert des questions climatiques et son directeur de la communication. Aucun d'eux n'est scientifique, ce qui n'empêche pas cette organisation de diffuser puissamment une science contraire sur le climat. Les faits scientifiques les plus convaincants montrent qu'il n'y a pas de crise climatique. Il est clair que nous ne sommes pas face à cela. Au Heartland Institute, nous sommes réputés pour notre travail avec les scientifiques qui ne croient pas que l'homme soit en train de provoquer une crise climatique. Sans doute qu'on nous déteste un peu partout parce qu'on est connus pour ça. Quand la communauté climato-sceptique se réunit, le Heartland Institute est toujours en haut de l'affiche, sponsor ou co-sponsor de colloques comme celui-ci, à Munich, en Allemagne.
And I encourage you to share the truth and share ways of finding the truth with people, because that is the only way that the scientific method will prevail. Sound science and truth will win out. Qui sont ces chercheurs qui persistent contre le consensus? Sont-ils sceptiques parce qu'ils sont plus scrupuleux que les autres, plus rigoureux? For saying that a little bit of warmer weather would be a bad thing. There is no basis. Sont-ils payés par l'industrie du pétrole pour nier les effets du CO2 sur le climat? We do not face a catastrophe of rising sea level. Il est d'usage de chercher des liens d'intérêt entre les climato-sceptiques et l'industrie. Mais selon Naomi Oreskes, la meilleure explication est ailleurs. En historienne, elle a étudié le parcours des premiers scientifiques à douter du réchauffement climatique, des physiciens éminents. En lisant leurs articles, leurs notes et les courriers qu'ils s'envoyaient, nous avons découvert que leur motivation n'était pas l'argent, elle était idéologique. Ces hommes ont eu des rôles éminents durant la guerre froide. Ils croyaient profondément et sincèrement à la menace communiste. Entre l'URSS et les États-Unis à cette époque, le terrain de la confrontation, c'est l'espace. America's leadership on Earth demands leadership in space. Les physiciens américains sont mobilisés pour bâtir un programme militaire et spatial, la science au service d'une idée. Ils pensaient que leurs travaux scientifiques avaient aidé à contenir la menace communiste et à protéger la démocratie américaine. Puis le monde communiste s'effondre. Victoire pour l'Amérique et pour les physiciens engagés dans la croisade pour sa suprématie. Pourtant, ils ne désarment pas. Une conférence se tient à Washington. Parmi les orateurs, Fred Singer, un pionnier de la conquête spatiale. Toutefois, il ne vient pas parler de fusées, mais de climat. First, you must understand that there is no real scientific support for the so-called global greenhouse warming. La guerre froide étant finie, on dirait qu'ils ont eu besoin d'un nouvel ennemi. Et ils s'en sont pris aux écologistes, qu'ils voyaient comme des communistes masqués. What do they want? What is the real goal? The real goal is political control of the economy. La prétendue crise climatique, c'est leur prétexte pour faire ce qu'ils ont toujours voulu faire. Il s'agit de remodeler la société à l'image du socialisme. Et le Heartland Institute se dresse devant eux et dit non. Dans le sillage de ces scientifiques qui avaient embrassé une idéologie, le Heartland Institute est bien l'héritier d'une époque. Je suis un gosse de la guerre froide, la liberté, c'est précieux. Mais maintenant, le changement climatique menace l'existence même de la vie sur Terre. Et ça exige d'intervenir de façon très forte. Et ça, ils ne l'acceptent pas. Pourquoi? Parce que si le libre marché vous tient très à cœur, alors le changement climatique vous menace émotionnellement. Parce que pour y remédier, il va falloir changer votre manière de faire des affaires. Et pour certains, c'est très dur à admettre. Ça veut dire abandonner les voyages en avion et les voitures à essence. By the way, that means destroying 1/4 of your cars, destroying 1/4 of your power plants. Notre mode de vie est menacé. Et il n'y a pas de raison scientifique à cela. Notre mode de vie, notre frénésie de consommation, nos façons de produire. Voici ce qu'il faut changer si la science conclut à la responsabilité des hommes dans le réchauffement climatique. Impensable pour certains. La science, oui, mais pas celle qui menacerait nos convictions ou nos valeurs. Pas si elle nous empêche de vivre heureux et insouciants. Et si parfois nous avions en nous aussi le besoin de ne pas savoir. La psychologie a bien identifié les mécanismes cognitifs individuels par lesquels, à notre insu, nous construisons nos croyances et nous limitons nous-mêmes nos connaissances. Ces biais qui peuvent faire de notre cerveau une petite fabrique d'ignorance.
Professeur de psychologie à l'université de Bristol, Stéphane Lewandowski explore les rapports complexes que nous entretenons avec la science. Il s'est demandé comment nous nous y prenons pour faire face à un consensus scientifique qui nous incommode. Si vous êtes menacé par la science sur un sujet, mais que vous voyez tous les scientifiques ou presque s'accorder sur ce sujet, vous êtes dans une situation de conflit. Il y a dissonance cognitive. Que vais-je faire de mes croyances si tous les scientifiques sont d'accord pour dire que ce que je crois est menacé ? Hi, you must be Ellie. I'm Steve Lewandowski. Welcome to the experiment. Thanks for coming. Le professeur a imaginé une expérience. Il accueille les sujets qui se prêteront au jeu. Thanks for coming. Let me show you the lab. It's right here. Seat in front of the computer, please. So, what I want you to do is just read through that, then click at the bottom when you're ready to proceed. Chez chacun d'eux, il veut d'abord mesurer l'attitude face à des questions scientifiques, l'orientation politique et le goût pour les théories du complot. Pour cela, il place les sujets face à des dizaines d'affirmations. À eux de dire s'ils sont d'accord ou pas. Les faits n'existent plus. Des organisations secrètes peuvent manipuler les gens psychologiquement. Le socialisme a de nombreux avantages sur le capitalisme. Sur 100 climatologues, combien selon vous pensent que les émissions de CO2 sont à l'origine du changement climatique ? Les résultats font apparaître une corrélation entre leurs convictions politiques, leur appétit plus ou moins prononcé pour les théories du complot et ce qu'ils pensent des questions scientifiques. Lorsqu'on leur demande d'expliquer pourquoi il existe un consensus scientifique, ils recourent à des théories du complot, à chaque fois que ce consensus est en conflit avec leur vision du monde. Pour faire fi du consensus scientifique, il est extrêmement pratique de se dire « les scientifiques se conforment à une pensée unique » ou bien ils poursuivent un but politique, ou ils font tous plus ou moins partie d'une conspiration. Quand je me dis ça, je peux me raccrocher à mes convictions et rejeter le consensus scientifique. What is really striking here is that for climate change, it matters a great deal because the more conservative people are, the more they think that scientists are conspiring to produce a consensus. Une vérité scientifique menace votre vision du monde. Adoptez une théorie pour dire que les chercheurs sont tous de connivence contre la vérité. What do they want? What is the real goal? They're using the so-called climate crisis as an excuse. Sur de nombreux sujets, le complotisme règne. Et chacun clame sa théorie. The coronavirus, a bioengineered virus, contains nanoparticles that can be activated on a time-phased arrangement by 5G. Le vaccin et les nanoparticules sont donc injectés simultanément dans votre corps. Cette pandémie est quelque chose qui a été organisé. Le crime parfait contre l'humanité. And we have a cure. They just don't want to give it out. Les rumeurs et les contre-rumeurs se répandent. Les uns dénoncent des complots scientifiques, les autres dénoncent ceux qui dénoncent. Fake news. Share this. I love you being Sur les réseaux, c'est camp contre camp. Ces affrontements ont-ils supplanté la lente et minutieuse démarche scientifique? Est-ce au final, à chacun sa vérité? Vous savez, si je laisse tomber ce crayon, on observe la gravité. L'opinion n'a rien à voir là-dedans. Les victimes des changements climatiques, ou les victimes de la pollution aux particules fines, ou celles des maladies infectieuses là où on a cessé de vacciner. Ces visages rappellent qu'on n'élude pas la vérité scientifique sans conséquence. Les faits finissent toujours par s'imposer. Et en dépit de tout, nos connaissances progressent. Elles se construisent tant bien que mal à travers les époques. Il y a quelques siècles, il fallait être fou pour affirmer contre tous que non, le Soleil et les étoiles ne tournent pas autour de nous, mais que c'est la Terre qui tourne sur elle-même comme une toupie.
Ceux qui ont tenté les premiers de le prouver l'ont payé cher. Les travaux de Copernic ont été proscrits. Galilée a été condamné. Avec eux, la recherche avait heurté de plein fouet un présupposé majeur de leur époque. Il ne faut jamais oublier que la science est toujours encastrée dans la société et que donc le contexte social global lui donne toujours une forme de contrainte. Il y a 300 ans, les progrès scientifiques se heurtaient à l'Église. Mais aujourd'hui, c'est le marché qui prend le rôle de l'Église. C'est l'économie qui est devenue l'autorité difficile à contester. Autre temps, autre cadre. Ce qui fait tourner le monde aujourd'hui, c'est l'économie. Quand la loi du marché remplace celle de l'Église, quelles nouvelles contraintes s'exercent sur la science? Ce nouveau face-à-face biaise-t-il la recherche? Il y a bien sûr le cas du chercheur pris dans un conflit d'intérêts, le scientifique qui cesserait d'être objectif parce qu'il reçoit des financements qui l'influencent. Mais l'emprise de l'économie sur la science dépasse de loin les cas individuels. Ce que les lois du marché produisent sur la recherche ne se voit qu'avec un certain recul. Le cadre actuel dans lequel la science se fait influence énormément le type de science qu'on fait. L'économie de marché encadre la science. Elle valorise et privilégie la science qu'on peut monétiser, qui est lucrative. Les chercheurs doivent générer de l'argent et en trouver. Et voici la science transformée en un marché où chacun doit attirer l'attention. Tous les labos, au fond, sont en compétition. Ils doivent faire valoir leur spécificité et trouver les mots clés qui sont un peu à la mode. Au tournant des années 2000, le mot-clé, c'était la génomique. Si vous disiez que vous travaillez de la génomique et que ça va avoir des conséquences médicales, vous avez des millions de dollars. Donc, en 2000, le chercheur devait dire le mot génomique. En 2010, il devait dire nanotechnologie. En 2020, il doit dire intelligence artificielle. OK, Sophia. I think you're ready. La compétition actuelle oriente la science dans une certaine direction. They upgraded my mind a bit. My artificial intelligence. This is too cool. I can walk. Et donc, pendant ce temps-là, il y a tout un ensemble de domaines inconnus qui restent en jachère. Moins à la mode ou moins rentables à court terme, des territoires scientifiques sont désertés. Certains chercheurs ont défini ce qu'ils appellent la science non faite. Il s'agit de domaines scientifiques non étudiés, car il n'y a aucun impératif commercial à le faire. La undone science, ou la science qui ne se fait pas. C'est l'expérience qui n'a pas lieu, le laboratoire qu'on n'a même pas ouvert. C'est une étude épidémiologique qui n'existe pas parce que jamais financée. Ce sont les ouvrages scientifiques qui n'ont jamais été écrits, la thèse médicale jamais publiée. Ce sont les vastes territoires de l'ignorance qu'on n'explore pas parce que ça ne rapporte rien, parce qu'on préfère ne pas savoir, ou parce qu'on n'y a jamais pensé. Notre besoin de savoir est sans limite, et notre émerveillement face à la science permanent. Mais nous voyons aussi la science menacée. Qu'un virus se répande et le déni scientifique se répand avec lui. COVID-19 is not an issue. It's not that lethal. And it's not an issue for many doctors. L'épidémie est finie! Les controverses se multiplient et troublent notre entendement. Aucune étude scientifique n'a montré l'efficacité du masque. Fear, fear, fear. Go and get some Des remèdes miracles apparaissent. and/or Schweppes tonic water. Let me tell you this again: quinine and/or Schweppes tonic water. The coronavirus, you know that, right? Coronavirus. Des convictions biaisées gagnent les esprits. This is the new
Nous voyons à l'œuvre cette fabrique de l'ignorance que les pionniers de l'agnotologie démontent méthodiquement pour nous. Ils sont écoutés dans les universités les plus prestigieuses et désormais dans les forums, les tables rondes, dans les médias. Pour que les scientifiques puissent faire de la recherche de façon... Et de plus en plus, dans les commissions d'enquête et les parlements. Ils sont encore peu nombreux. Mais pour nous, le public, les citoyens, ils sont une nouvelle force sur laquelle compter. Ils élaborent les outils, les méthodes. Ils éclairent les manières de protéger un bien commun, la science et sa méticuleuse progression.